Bonjour, je suis Gabriel Benda, ingénieur en informatique et expert en intelligence artificielle. Ma spécialité, concevoir des solutions d'IA depuis les bases du prompt engineering jusqu'aux architectures avancées permettant la récupération des informations contextuelles, ce que l'on appelle en anglais les modèles RAG. En effet, que vous soyez étudiant, salarié ou en reconversion, c'est le moment idéal de vous lancer. Je le dis et je le répète, l'intelligence artificielle n'est pas une menace, au contraire, c'est une incroyable opportunité. Imaginez pouvoir donner vie à vos idées, à participer à des projets réels et à surtout résoudre des problèmes complexes. C'est pourquoi donc j'ai pensé à une formation qui est pratique et accessible, qui vous permettra non seulement de comprendre les enjeux réels autour de l'IA, mais également d'être capable de participer et opérationnellement à des projets de grande envergure qui façonnent l'avenir. Je vous laisse ici avec la vidéo, mais vous pourrez déjà constater que l'IA est en train de changer le monde. Et quand on regarde les diverses applications dans lesquelles on aura un game changer avec l'IA, on peut déjà être convaincu que ceux qui ne prendront pas le train dès aujourd'hui seront les personnes qui n'auront pas accès à l'avenir demain, au travail et à l'employabilité. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance qui va être très brève et vous apporter, je sais déjà que dans cette salle, certains ont déjà des profils ingénieurs et je suppose donc que le niveau mathématique est déjà assez stable parce que bien que étant juste un rappel, il est essentiel quand même de comprendre cette notion que je m'apprête à partager avec vous et en quoi surtout elle est essentielle lorsqu'il s'agira pour vous, dans vos contextes en entreprise, de mettre en place ces différentes applications pour le champ de l'IA génératif. Ici, voilà à peu près globalement, bien que n'étant pas une liste exhaustive, le type d'application concrète que l'on est capable d'adresser aujourd'hui avec l'intelligence artificielle avec une vitesse quand même assez fulgurante. Voilà, vous avez des assistants virtuels déjà assez connus côté Apple, Siri, des services clients, tout ce qui est application de services clients, de réponse, plutôt que lorsque vous appelez votre opérateur mobile, lorsque vous avez un problème au niveau de votre forfait, de passer par les étapes, composer le 1, si vous avez tel type de problème, composer le 2, etc. Les différentes applications au niveau du service client vont être des applications comme si vous discutiez avec un humain, une personne réelle, tout simplement. Et c'est ce qu'on l'on voudrait. On ne veut pas passer par une espèce de robot automate qui a déjà été programmé et qui souvent nous envoie au champ 4 en disant si 1, 2, 3 ne correspond pas à votre requête, bah, composez le 4. Et en général, au niveau du 4, il n'y a personne au bout de la ligne. Vous voyez bien que on est dans un aspect réel de la vie du quotidien. Lorsque vous téléphonez à quelqu'un, vous attendiez à ce que cette personne réponde à vos questions ou à vos attentes. Voilà l'essence même justement des prochaines applications du service client, un service client qui fonctionne, tout simplement. Et parce qu'il apporte des réponses concrètes et fiables auprès de ses utilisateurs. Il y a aussi dans un secteur des ressources humaines, du recrutement, tout le processus, quasiment tout le processus du recrutement d'un collaborateur au sein d'une entreprise. Certaines entreprises expérimentent déjà ce cas concret. Peut passer, tout ce processus-là passera par une intelligence artificielle qui pourra filtrer des candidats en première instance, envoyer la liste des CV dans une base de données qui
va être elle-même, cette base de données, qualifiée en fonction des compétences de la personne et fait correspondre par des modèles qui sont déployés le type de poste éventuellement similaire à la demande du CV du candidat en question. Donc, il y a cet aspect-là, mais il n'y a pas que cet aspect dessus. Il y a tout un aspect aussi, quand on parle de ressources humaines, il y a aussi des informations que les RH doivent être capables d'apporter auprès des collaborateurs en entreprise. Et quand souvent, bien même, certaines entreprises arrivent à le faire de manière propre au niveau des grandes entreprises, toujours est-il que on voudrait que l'information soit précise et qu'elle arrive le plus possible en temps et en heure, parce que en fonction des différentes questions du collaborateur, cela peut être critique. Si le collaborateur demande un papier qui un bulletin de salaire ou une demande d'assurance maladie, etc. Ce genre d'informations, c'est quand même des choses précises en tant qu'information privée. Il y a tout un aspect aussi éthique, bien sûr, dans la mise en place du déploiement des solutions d'intelligence artificielle. Il n'y a pas que le côté, bien sûr, technique, etc. Bref, au niveau des ressources humaines, des applications de l'IA aussi vont jouer un très très grand rôle à l'avenir. Et pour finir, j'ai listé le secteur de la santé, mais vous pourrez l'agrandir et vous zoomer sur tout ce qui est vraiment un secteur vraiment très très critique lorsqu'il s'agit, bien que bien sûr les autres sont aussi critiques, mais là vraiment les gens lorsqu'il s'agit de parler de leur santé, on est vraiment dans un champ d'intimité et l'intelligence artificielle, on s'inquiète, bien sûr, on a un droit de s'inquiéter parce que étant une technologie puissante, si le déploiement et la manière dont les solutions ne sont pas et la manière dont les solutions sont adressées, si ces choses ne sont pas assez bien précises, des applications telles que des assistants de médecins en ligne, ces outils-là peuvent être très très dommageables pour le patient ou quelqu'un qui rechercherait des informations sur un symptôme donné, sur une maladie en question ou sur un corpus de symptômes assez bien pointus. Toujours est-il que voilà les applications de l'IA. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser notamment à la manière dont la notion que je vais vous partager est essentielle dans la mise en place de ces applications. Je vous ai parlé déjà dans une précédente séance, la recherche vectorielle, en quoi est-ce qu'il est capable d'être utilisé pour pouvoir déployer des systèmes d'intelligence artificielle. La recherche vectorielle nous a permis, pour schématiser, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, on a ici l'utilisateur. OK? L'utilisateur pose une question, on va dire un prompt au niveau d'une interface. Tout le processus est envoyé au niveau d'une grande base de données, d'accord? Qui contient des milliards et des milliards d'informations. D'accord? L'idée, c'est que le prompt de l'utilisateur doit être rapidement adressé. C'est-à-dire que dans cette base de données, qui est un tas de documents que les entreprises produisent au quotidien, vous savez, on est aujourd'hui à l'aide de la data, l'information est quasi instantanée. Un laboratoire, une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, produit de la data au quotidien. Donc, ce qui a aussi apporté en termes d'émergence liée à aujourd'hui, c'est que la puissance de calcul aujourd'hui est quand même beaucoup plus accessible en termes de coûts par rapport aux années précédentes. Donc aujourd'hui, cette puissance de calcul nous a permis d'aller plus vite dans l'implémentation des modèles. Quand on a ici notre base de données, donc du big data, étant assez gigantesque, j'ai toujours donné cet exemple. Wikipédia, en 2021,
en anglais, il comportait 4 milliards de mots, tous les articles confondus. Si je vous pose une question et je vous demande d'aller me chercher cette information dans Wikipédia, bien évidemment, vous tapez Wikipédia et vous entrez. Mais supposons maintenant que je prends Wikipédia, je décompose Wikipédia sous forme de documents. Documents PDF, Word, etc. Je les imprime et je vous les donne en main propre. Vous voyez le tas de documents que ça peut faire? Et en même temps, je vous pose maintenant la même question, cette fois-ci. Va me chercher dans cette liste de documents telle information. En une seconde, par exemple. Vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'aurez pas non seulement le temps et votre méthode, ça va vous prendre des années pour pouvoir trouver cette information. Et je suis même pas sûr que vous allez la trouver. La recherche vectorielle, donc, a joué ce rôle clé aujourd'hui dans le sens où, ayant cet ensemble de grands corpus assez grands, aussi soit-il, on est capable d'adresser, d'indexer le prompt de l'utilisateur directement avec une information cruciale se trouvant au niveau de la base de données en question. OK? C'est ce que l'on appelle donc la recherche vectorielle. J'ai déjà précisé à travers donc votre prompt. Est-ce que l'on appelle un vecteur d'embedding? Ici, donc, on effectue une recherche vectorielle correspondante à la recherche d'un vecteur dans cette liste se trouvant dans la base de données qui va être un vecteur similaire à votre vecteur d'embedding de votre prompt. C'est comme ça donc qu'on est capable, après récupération de ces vecteurs ici, d'apporter une réponse à l'utilisateur au niveau de l'interface. OK? Moi, maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça que donc l'utilisateur reçoit, en utilisant une de ces applications, une réponse cohérente, bien précise et fiable à son information. Parce que derrière, ce qui s'est joué, c'est une recherche vectorielle qui a été effectuée. Cette notion est fondamentale. J'aimerais maintenant vous amener à la manière dont, techniquement, d'un point de vue mathématique, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour les ingénieurs ici, pour la plupart, je sais que vous avez déjà quelques bases mathématiques solides. L'idée, c'est de voir donc la notion en question qui nous permet de récupérer et qui joue ce rôle essentiel dans la recherche vectorielle, récupérer l'information et bien sûr bien adresser le vecteur correspondant à notre prompt, qui n'est autre qu'on appelle un vecteur d'embedding. Je vous ai déjà dit qu'un vecteur d'embedding correspond à quelque chose comme ceci, à une liste comme ça, moins 0,12 par exemple, plus 1, plus 0,6, etc. Ça, c'est une liste de composantes de notre vecteur d'embedding. J'ai déjà dit, répété une fois, cette liste, en fait, est obtenue par le fait qu'on a entraîné notre modèle de grand langage, notre LLM, qui, par la suite, a permis de nous avoir, de compter les occurrences des mots et les co-occurrences, et par la suite, de capter tous les aspects sémantiques d'un mot ou d'une phrase en question. Et en utilisant la notion de probabilité conditionnelle, voilà comment on obtient cette liste de vecteurs, pardon, cette liste de composantes dans un premier temps. Maintenant, ce qui va se passer dans la notion mathématique à laquelle je souhaite vous amener, qui nous permet d'effectuer une recherche vectorielle et par la suite donc apporter une information à l'utilisateur, c'est ce que l'on appelle le produit scalaire de deux vecteurs. Pour comparer votre prompt ici, pour vous, c'est une phrase en français dans un langage naturel. Enfin, si vous utilisez le français, mais vous pouvez utiliser l'anglais, etc. Bref, vous vous exprimez en une langue naturelle, français, anglais, chinois, russe, etc. Pour la machine, le langage humain
n'est pas le même langage que la machine comprend. La machine ne comprend qu'un langage sous forme de vecteur d'embedding. Votre prompt est transformé en une liste de composantes comme ceci. Et c'est cette liste de composantes qui capture donc la sémantique de votre phrase dans son interprétation au niveau du modèle. Donc, maintenant, dans notre base de données ici géante, notre corpus dans lequel le modèle LLM a été entraîné, se trouve toute la liste des vecteurs d'embedding qui ont permis l'entraînement final du modèle en question. Donc, comment maintenant comparer votre vecteur d'embedding à un des vecteurs de cette liste? C'est ce que l'on utilise en mathématiques, le calcul du produit scalaire. Alors, produit scalaire de deux vecteurs. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est cette opération qui est effectuée en mathématiques. Donc, le vecteur A, scalaire B, c'est ça. A scalaire B, c'est la distance de A, le module de A et le module de B multiplié par le cosinus que font les deux vecteurs en question. Donc ici, alpha, vecteur A, vecteur B. OK? Ça, bien qu'étant facile pour vous qui avez étudié les opérations mathématiques comme ça au collège ou au lycée, va nous permettre de calculer la similarité entre deux vecteurs d'embedding. Et pour cela, on va utiliser ce que l'on appelle ici la distance cosinus. Donc, cosinus alpha, ici, donc, nous donne ce rapport. A scalaire B divisé par le module de A et le module de B. Retenez ceci. Pour les ingénieurs en IA dans cette salle, vous allez devoir calculer cette distance à chaque fois que vous allez pouvoir implémenter un modèle d'intelligence artificielle. Très essentiel. Parce que ça va nous permettre de, quand il s'agira de comparer notre vecteur d'embedding ici, qui est notre prompt, du point de vue de la machine, à la liste des vecteurs d'embedding se trouvant dans la base de données de vecteurs d'embedding, on va évaluer la distance cosinus que fait notre vecteur d'embedding avec un des vecteurs se trouvant ici dans cette base de données. Et dans cette comparaison, le vecteur d'embedding le plus correspondant, donc c'est-à-dire le vecteur d'embedding qui va se rapprocher le plus. Se rapprocher, ça veut dire que l'angle alpha va être... Donc au départ, si on va dans un angle très grand, se rapprocher, ça voudrait dire que l'angle alpha devient de plus en plus petit et voire quasiment aligné. Donc, ici, je prends cet exemple. Si je dessine ce second cas, A, comme ceci, vous voyez bien que le vecteur C, il est plus proche du vecteur A comparé au vecteur B. Et pour la recherche vectorielle, ça veut dire que le vecteur C est plus proche du vecteur A. Et le vecteur A, si on considère que le vecteur A était notre prompt, le modèle devrait récupérer le vecteur C. Et bien sûr, s'il n'y en a pas un autre vecteur encore beaucoup plus proche de A par rapport à C. Voilà donc ce qui fait donc l'essence même de la recherche vectorielle. Et donc, pour cela, on ne calcule que le produit scalaire, l'angle alpha, enfin, le cosinus de l'angle alpha entre l'un de ces vecteurs dans cette liste par rapport au vecteur d'embedding de mon prompt. Vous avez compris ça, vous comprenez effectivement l'essence de la recherche vectorielle. Entrons un peu plus dans le côté pratique. Dans la pratique, nous avons ceci.
Pour rappel, ce que l'on appelle donc un produit scalaire, tout simplement. Ici, donc, la distance cosinus AB de deux vecteurs, c'est ça. Notre vecteur A, qui est notre prompt, représente cette liste de composantes. OK? Si vous souhaitez, pour certains, on pourrait écrire comme ceci. D'accord? Le vecteur B qui se trouve dans cette liste de base de données des vecteurs d'embedding obtenus par entraînement du modèle final du grand corpus de langage. Pareil, il a aussi de même des composantes, on va dire, prenons un exemple comme ceci. OK? Que l'on peut noter également sous forme de colonne. Le produit scalaire va être, donc si je dis A scalaire B, moins cette composante-ci multipliée par cette composante, plus cette composante multipliée par cette composante, jusqu'à la liste, jusqu'aux dernières composantes. Donc, c'est-à-dire moins 0,16 fois moins 0,15 plus 0,6 fois 0,6 plus 1 fois moins 0,5. Voilà l'opération que l'on devrait effectuer. Et bien sûr, je précise que le vecteur A et le vecteur B sont de même taille, de même dimension. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la dimension d'embedding de chaque vecteur dans notre modèle de langage. Quand on dit dimension d'embedding, en général, pour les grands modèles de langage, GPT-3, on était à 768 dimensions pour un vecteur d'embedding. Donc, cela veut dire qu'ici, dans notre liste, en fait, on a 768 nombres, 768 composantes. Et donc, le produit scalaire, peu importe d'ailleurs le nombre de dimensions, toujours est-il que A et B doivent être de même dimension pour pouvoir donc effectuer ce produit scalaire. Et plus la dimension est grande, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça nous informe que notre vecteur d'embedding est capable de capturer tous les aspects sémantiques de notre prompt. Pour les grands modèles de langage aussi précis, GPT-4 comparé à GPT-3, vous-même, vous pouvez voir que les réponses sont quand même assez plus riches et beaucoup plus fiables. Et derrière, donc, c'est ce que l'on appelle, dans la recherche vectorielle, ce processus qui est effectué, qui est mis en œuvre à travers l'utilisation et l'usage de la notion du produit scalaire en mathématiques que vous avez vu. Pour généraliser, donc, vous avez vu là que, en fait, on a utilisé quoi? Ce que vous avez toujours vu en tant qu'étudiant, la notion d'espace vectoriel. C'est-à-dire que quand vous étiez au lycée, vous avez vu des projections dans des bases 2. Si on prend axe ordonné, abscisse ordonnée, si je représente un vecteur comme ceci, les composantes sont là. Là, on est en 2 dimensions. Ici, si je dessine comme ça, là, on est en 3 dimensions. X, Y, Z. Abscisse ordonnée affixe. Maintenant, imaginez que nous soyons en 768 dimensions. Vous voyez? Bon, je pourrais pas quasiment dessiner ça sur un plan comme ceci, mais imaginez en tout cas, je rajoute 768 dimensions. Et c'est donc en ça que la notion d'espace vectoriel est cruciale dans l'implémentation des grands modèles de langage et pour la recherche vectorielle qui nous est utile
dans le calcul de similarité de deux vecteurs d'embedding. Alors, pour généraliser donc cette notion, vous aurez déjà compris, bien sûr, pour un vecteur, on va généraliser pour un vecteur d'embedding de n dimensions, donc A0, de composantes A0, A1, A3, etc., AN. De même, B0, B1, B3, B1, B0, B1, B2, autant pour moi, jusqu'à Bn. Donc, le A scalaire B, A0 fois B0, plus A1 fois B1, en extension, plus AN fois BN. Ici, si on veut regrouper, nous avons sigma, la somme de AI, BI pour I allant de 0 à N. Tout à l'heure, j'avais pris un cas où N pouvait être de 768. Mais pour généraliser, voici le calcul du produit scalaire entre A et B. Une fois ceci effectué, on utilise maintenant, donc, on calcule la distance du vecteur. Alors, on parlera plutôt de norme du vecteur. D'accord? C'est plus approprié ici. Cette distance ici, c'est une distance que vous avez dû calculer plusieurs fois à plusieurs reprises dans l'application du calcul dans géométrie euclidienne. En géométrie euclidienne. Donc, racine carrée de A0 au carré plus A1 au carré plus AN au carré. De même avec B, vous remplacez les A par les B. Voilà, quand vous allez effectuer cette somme, ce calcul, ce résultat que vous allez obtenir ici, divisé par le produit de A fois B en termes de distance, vous allez obtenir la valeur du cosinus alpha. Cette valeur, le cosinus, on le sait déjà, est une valeur qui varie entre moins 1 et 1. D'accord? Le cosinus, donc cette valeur est comprise entre moins 1 et 1. Qu'est-ce que cela veut dire pour la machine? En général, il y a 3 cas qui vont se présenter. Premier cas, si vous avez un cosinus qui vaut 1, cela veut dire que le vecteur B par rapport au vecteur A est parfaitement aligné. Donc, l'angle entre A et B est un angle nul. Donc, A et B sont alignés. L'angle est très nul. Enfin, est nul, tout simplement. Et pour l'intelligence artificielle, cela veut dire que le vecteur B correspond parfaitement à la requête que l'utilisateur a posée. Parce que l'utilisateur, son vecteur d'embedding, c'était A. Dans la base de données, on a trouvé un vecteur B qui correspond en termes de similarité de distance cosinus au vecteur A. Premier cas. Deuxième cas, vous avez le cosinus qui peut être moins 1. Cela veut dire en fait que le vecteur B par rapport au vecteur A est diamétralement opposé au vecteur A. Donc, par exemple, vous avez ici le vecteur A. Le vecteur B ira dans ce sens contraire. Alors, donc, un angle de 180 degrés, par exemple, dans ce cas. Cela veut dire que lorsque l'utilisateur pose une question sur quelque chose, sur un concept, la machine, l'outil lui répond avec un autre concept carrément opposé. Donc, je ne sais pas, je donne un exemple. Si l'utilisateur parle de jour, la machine lui parlera de nuit. Si l'utilisateur parle de voiture, un exemple, hein, bien sûr, ça pourrait être quoi comme oui, un contraire, ce serait peut-être de marcher à pied. Et je précise bien, dans le contexte
du corpus linéaire dans lequel la machine a été entraînée. Parce que dans l'entraînement, le modèle a rencontré différents mots, différents concepts, différentes phrases. Si notre contexte, notre corpus est limité, par exemple, à un poème dans lequel l'auteur, le poète, a réussi à faire des relations entre le chien et le ciel, ou le jour et la nuit, évidemment qu'il y a un lien entre jour et nuit dans ce cadre-là. Et ici, le cosinus va valoir 1. Parce que, évidemment, dans le corpus linéaire, il y a une relation entre le jour et la nuit. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que l'on calcule la distance cosinus, la valeur obtenue, c'est par rapport aux données que le modèle a dû rencontrer lors de son entraînement. Toujours essentiel à avoir en tête. Et le troisième cas, donc, premier cas 1, cosinus, deuxième cas moins 1, dernier cas, le cosinus peut être nul. Cela veut dire que pour le vecteur B par rapport au vecteur A, c'est un vecteur orthogonal au vecteur B ici en question. Donc, un angle de 90 degrés. Alpha vaut ici 90 degrés. Toujours, donc, dans le cadre du contexte dans lequel le modèle a été entraîné, cela veut dire que le vecteur B ne répond du tout pas, ne répond pas du tout à la requête posée par l'utilisateur. Et ici, on parle de notion d'hallucination. On estime que le modèle est en train d'halluciner. Donc, en gros, il ne se base plus, il ne se réfère plus aux données dans lesquelles on a mis en place son entraînement et il répond sur des notions qui n'ont rien à voir avec les notions, les concepts auxquels on souhaite qu'il puisse répondre. Et c'est très critique lorsqu'on est dans cette situation. Si, en tant qu'ingénieur, vous êtes en train de déployer une solution d'intelligence artificielle, si votre modèle est en train d'halluciner, si votre modèle est en train d'halluciner, c'est-à-dire que vous voyez quelque part qu'il y a une distance cosinus qui vaut 0, eh ben, vous êtes, je vais utiliser un mot beaucoup plus fluide, vous êtes dans une situation où vous devez tout reprendre, tout revoir dans la mise en place de votre système d'intelligence artificielle. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair et que cela vous a permis de mieux comprendre l'aspect technique et surtout la notion mathématique derrière. Retenez distance cosinus qui nous permet de calculer la similarité entre deux vecteurs d'embedding et le vecteur d'embedding qui aura la distance cosinus la plus proche de 1, c'est ce vecteur d'embedding qui va être récupéré et assimilé au vecteur correspondant à notre recherche vectorielle, donc à l'information que l'utilisateur aura posée au niveau de l'interface via ce qu'on appelle un prompt. Voilà. Merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine pour une nouvelle séance et une nouvelle compréhension des systèmes d'intelligence artificielle. Merci. Au revoir.